Bienvenue à tous et à toutes ce matin pour discuter de cette question épineuse, comment écrire des personnages féminins. L'objet de la table ronde, évidemment, ce sera à la fois de faire un petit peu un état des lieux, de parler de différentes stratégies mises en place et aussi de donner un petit peu des pistes. Par contre, ce ne sera pas un manuel d'écriture. Vous n'allez malheureusement pas repartir avec une liste de 10 points à suivre pour être sûr d'avoir bien écrit vos personnages féminins. Donc je me présente, je suis Sophie Goudgil, vice-présidente de Séquence 7. J'ai aussi un pied dans le monde de la recherche puisque je suis aussi chercheuse à l'Université Paris 8 dans le laboratoire ESTCA sur la question de l'écriture sérielle plus particulièrement. Et donc du coup, Séquence 7, comme nous avons été présentés, nous sommes une association de scénaristes émergents et émergentes. Et ça nous tient à cœur aussi de nous questionner sur comment est-ce qu'on représente la question des personnages féminins. On va en revenir sur cette question-là, évidemment, pendant la table ronde. Mais je vais d'abord laisser les participantes se présenter et on va commencer avec Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous voir aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, l'écriture des personnages féminins. Parce qu'avant d'être la coprésidente de Séquence 7, j'ai travaillé dans les chaînes de télé, j'ai travaillé à France 3 Cinéma, à TF1. Et en fait, ça date d'il y a, je dirais, plus de 10 ans, mais j'ai découvert à quel point les personnages féminins étaient secondaires dans l'écriture de beaucoup de scénarios qu'on recevait, on ne va pas dire tous, mais de beaucoup de scénarios. Et particulièrement à l'époque où je travaillais chez France 3 Cinéma, je lisais des scénarios où on avait le passage à l'âge adulte d'un garçon généralement trentenaire qui vivait en ville et qui se disait j'ai une copine mais j'hésite, mais je suis avec mes copains et je joue aux jeux vidéo et tout ça. Et donc ce type qui avait globalement que beaucoup de défauts au-delà du fait qu'il était immature était systématiquement avec une femme aimante, gentille, intelligente, plutôt drôle. Et la question qu'on se posait quand même au bout de quelques scénarios, c'est pourquoi est-ce qu'elle aime ce type ? Qu'est-ce qu'elle fait avec ? Alors qu'à la fin, elle est folle de joie qu'il ait à peine changé juste parce qu'il veut rester avec elle. Et je me disais, il y a quand même un truc qui ne va pas, quoi. Et c'était toutes les mêmes, les femmes. Toutes les mêmes. Donc voilà, donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il y a évidemment des tas d'autres sujets, mais c'est vraiment ce qui m'avait frappée dans les financements des films dans ces années-là. Et voilà, j'ai commencé à y réfléchir depuis quelques années. Et quand je suis arrivée à Séquence 7 et que je suis devenue la coprésidente de Séquence 7 avec Thomas Carré, qui est quelque part dans la salle et qui est un soutien constant, mais qui n'est pas une femme, donc qui n'est pas là. Personne n'est parfait. Non, c'est pas vrai. Et du coup, j'ai reparlé à Séquence 7 de l'importance de ce sujet et on a commencé à travailler dessus avec Sophie. Du coup, on a pu faire une première réflexion, de première réunion, puis on est arrivé à la table ronde qui a lieu aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Paris Courdevant qui nous accueille avec beaucoup de gentillesse et d'efficacité et qui s'est intéressé surtout à cette table ronde immédiatement. Donc, je voudrais les remercier. Voilà. Esther, est-ce que tu peux enchaîner ? Tu peux te présenter. Bonjour, donc moi je suis Esther El-Fassi, je suis coordinatrice de l'association Femmes et Cinéma, qui est une association qui a été créée par 2 productrices de cinéma en 2014. Et elles étaient un petit peu à l'avant-garde des questions justement d'inégalité dans le milieu du cinéma, mais aussi au niveau de la représentation des personnages féminins dans la fiction notamment. Et elles ont créé cette association justement pour un peu sensibiliser à l'écriture de plus de personnages féminins et du coup notamment à travers des appels à projets et des accompagnements aussi, je parlerai plus tard, pour les plus jeunes, pour les sensibiliser aux violences faites aux femmes et à l'égalité homme-femme. Merci. Et Marie, à toi. Bonjour. Donc Marie Roussin, je préside la Guilde des scénaristes, notre syndicat de scénaristes en France.
Et je suis moi-même scénariste depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé longtemps sur un village français qui était diffusé sur France 3. J'ai dirigé l'écriture des 2 premières saisons des Bracelets Rouges qui étaient sur TF1. J'avais travaillé sur Borgia, sur Canal+, et plus récemment, j'ai créé la série Mixte qui a été diffusée, enfin qui est toujours en ligne sur Amazon Prime. Voilà. Et qui raconte les débuts de la mixité scolaire et l'arrivée d'une poignée de jeunes femmes dans un lycée qui était un lycée entièrement de garçons. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Alors du coup, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et avant de donner la parole à Isabelle, je voulais qu'on revienne sur quelques chiffres. Parce qu'on s'est rendu compte que le sujet de la représentation des personnages féminins, l'égalité homme-femme, dans le milieu du cinéma, ça générait aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de fantasmes. Donc on s'est dit on va reprendre vraiment les chiffres pour essayer de se poser. Donc je ne vais pas vous en citer 10 000. Mais juste pour vous donner une idée, par exemple, il y a eu le rapport Cinégalité qui a été fait sur un corpus de 115 films français qui sont sortis en 2019. Et sur ce corpus de films, on voit qu'il y a seulement 40% de personnages qui sont des personnages féminins. Et si on s'attaque simplement aux personnages principaux, ça descend à 38%. Donc on n'est pas du tout à une égalité de représentation en termes de personnages. Il y a un autre rapport, le rapport de l'INA, qui étudie ce qui passe à la télé entre 2008 et 2018, et qui étudie là le temps de parole. Et on s'aperçoit que le temps de parole, il est de 56% pour les hommes et de 56% pour les femmes, au niveau de la fiction. Et un troisième exemple d'une étude qui est le Lab sur les femmes de cinéma. Et là, c'est plutôt sur la place des réalisatrices. Donc, on fait un petit écart, mais ça donne quand même une idée. Et donc, on se rend compte que dans les formations, il y a 50% de femmes qui sont en formation pour être en réalisation. Et ensuite, en Europe, il y en a seulement 22% qui réalisent des films tous les ans. Donc on voit que même si, évidemment, il y a des progrès et on avance, en fait, on n'est pas du tout encore à une parité à la fois de représentation devant et derrière la caméra. Donc pour revenir plus spécifiquement au scénario, à l'écriture, je vais passer la parole à Isabelle qui va nous dire comment déjà est-ce qu'on pourrait évaluer la place des personnages féminins dans une fiction. Tout à fait. Donc, comme le disait Sophie, il y a beaucoup d'études qui sont réalisées, mais elles sont essentiellement réalisées au niveau de l'image, au moment de la diffusion ou après la diffusion, donc sur la présence à l'image, le temps de parole et tout ça. Mais la réflexion qu'on a voulu mener, puisqu'on travaille avec des auteurs, scénaristes, des émergents, c'est comment, dès le début, réfléchir à son projet et voir s'il répond à certains critères. Est-ce qu'on peut mettre en place des grilles d'analyse ? C'est la question qu'on s'est posée. Donc, il y en a plusieurs, il y a des recherches, il n'y a rien encore de vraiment... je vais vous expliquer. Je partais toute seule dans ma tête. Mais il y a le test de Bechdel, qui est une base reconnue d'analyse du taux de présence féminine dans un scénario ou dans un film, puisque c'est surtout utilisé a posteriori, mais le but c'est de l'utiliser a priori, c'est-à-dire au moment de l'écriture. Donc le test de Bechdel, d'abord, qui connaît le test de Bechdel ? Ok, pas mal. Bravo. Donc, je fais un petit rappel. Donc, le test de Bechdel a été inventé par Alison Bechdel, une autrice de BD américaine. Dans ce comics, ce sont 2 filles qui décident d'aller au cinéma. C'est un couple de filles, elles décident d'aller au cinéma. Et il y en a une qui dit, d'accord, on va au cinéma, mais si on trouve un film où il y a 2 femmes clairement identifiées, où ces 2 femmes se parlent entre elles, et où elle parle d'autre chose que d'un personnage masculin. Et donc, dans la BD, elle n'arrive absolument pas à trouver un film qui corresponde à ces critères. Et du coup, elle renonce à aller au cinéma et elle rentre chez elle manger du popcorn. Du coup, étonnamment, ce test a pris de l'ampleur et est devenu une sorte de valeur de référence, particulièrement à Hollywood. Et ça commence à venir en France. Donc, c'est un test en 3 points. Et du coup, moi, j'ai entendu, alors là, c'était pas sur du cinéma, mais sur de la télé, il y a 10 ans, à une conférence, le responsable de la fiction a dit dire
on applique le test de Bechdel à la lecture des projets. J'étais là, d'accord. Moi-même, j'avais écrit avec 2 garçons, j'avais écrit un traitement d'un projet. J'ai appliqué le test de Bechdel. Je me suis rendu compte que qu'il n'avait pas les 3 points. Et je me suis dit, donc en fait, les réflexions que je fais, elles s'appliquent. Enfin, c'est des choses qui, pareil, que qu'on soit une femme ou un homme, c'est vraiment la même. Enfin, on fait les mêmes erreurs. Il y a des mécanismes qui sont liés aux années de films qu'on a pu voir, de livres qu'on a pu lire. Et du coup, on parle beaucoup de déconstruction, mais c'est vraiment ça qu'il faut arriver à faire, qu'on soit une femme ou un homme. En fait, je pense que le chemin est exactement le même. Donc, forte de ce test de Bechdel, je me suis dit, tiens, pour voir, je l'ai fait sur beaucoup de films qui étaient au César. Alors, pour vous donner... Et je me suis dit, faisons un test de Bechdel inversé. Parce que déjà, même pas... En France, je dirais que moins de la moitié des films ont les 3 points du test. Et du coup, je me suis dit, tiens, faisons-le inversé pour voir. Est-ce qu'il y a 2 hommes dans ce film? Est-ce que ces 2 hommes se parlent? Et quand ils se parlent, est-ce qu'ils parlent d'autre chose que d'un personnage féminin? Je peux vous dire, faites-le assez simplement, pratiquement au bout de 10 minutes, le film a les 3 points. Donc c'est vraiment cette comparaison qui est intéressante, c'est de voir que quasiment dans tous les films, quand ce sont 2 garçons qui parlent ensemble, tout roule, en gros. Et quand ce sont 2 femmes, elles sont quand même souvent destinées à mettre en valeur un personnage féminin ou à le définir. Donc ça, c'est une première chose qui est assez intéressante, mais qui ne mesure pas l'importance donnée aux femmes voilà, à la caractérisation du personnage ou à sa trajectoire. Donc il y a eu d'autres tests qui existent. Alors il y en a un qui est assez rigolo, qui est celui de la lampe sexy. Donc je ne sais plus qui en a eu cette idée, mais dans un dessin animé, il y a un pied de lampe sexy et cette personne s'est dit tiens, si je remplace un personnage féminin par une lampe dans un film, ça me dira quand même qu'il y a un petit souci. Et du coup, donc elle l'a fait dans les James Bond, ça ne pose évidemment aucun problème. Mais plus surprenant, mais je ne l'ai pas revu sous ce prisme, mais dans Gatsby le Magnifique aussi, il semble que si on remplace le personnage féminin par une lampe, ça ne change rien du tout à l'histoire. Bon. Ensuite, il y a d'autres tests, qui est le test de Mako Mori, qui s'est dit, ok, il y a des personnages féminins, il y en a beaucoup, mais est-ce qu'ils sont intéressants? Donc là aussi, la question à se poser, c'est est-ce que ce personnage a un arc narratif qui n'est pas lié... Alors, dans l'hypothèse où c'est un personnage secondaire, si le personnage principal est un homme, est-ce que ce personnage secondaire a un arc narratif qui n'est pas en lien avec le personnage principal et soit le servir, soit l'obtenir, soit... Encore l'obtenir, ça transformerait les hommes en un objet de désir, ce qui nous changerait un petit peu. Mais voilà. Du coup, j'en perds le fil. Il y a encore d'autres choses qui sont faites, mais je pense qu'on va venir plus avant et du coup, j'en reparlerai après. Très bien, merci Isabelle. Du coup, pour enchaîner avec... là, on a vu comment est-ce qu'on peut utiliser ces tests qui sont majoritairement utilisés après la réalisation du film. On voit qu'on peut se les approprier et se poser des questions au moment de l'écriture. Et du coup, sur des questions de représentation, je vais passer la parole à Esther, et plus particulièrement sur la manière dont les femmes sont représentées dans le scénario, et notamment dans leur environnement professionnel. Alors c'est vrai que nous, chez Femmes et Cinéma, pour sensibiliser les scénaristes en général, et pas forcément que les scénaristes féminines, on veut vraiment pousser les scénaristes à écrire des personnages féminins, donc en respectant un petit peu les contraintes qui peuvent être données. Mais c'est surtout... Nous, en fait, on veut vraiment créer des films, et notamment, on fait des courts-métrages, des très courts-métrages, pour sensibiliser en fait les jeunes à plusieurs questions. Et notamment, donc, on a un projet qui s'appelle Phénoménal, où en fait,
C'est un projet qui est ouvert, bon, qui est fermé pour le moment, mais qui était ouvert à toute personne de plus de 18 ans, pas forcément scénariste professionnel, et pour en fait écrire un court-métrage de 3 à 5 minutes sur la place des femmes dans les sciences et les technologies, parce qu'on est parti du principe qu'on n'avait que 27%, on a constaté qu'il n'y avait que 27% de femmes dans ces métiers-là, et du coup on a constaté justement ça avec le ministère de l'égalité qui nous a un peu poussé à faire des films sur ça, et on a reçu une 40aine de films. On en a sélectionné 5, et donc les 5 films seront diffusés sur France 3. Et ces films, en fait, nous on se sert vraiment des films de fiction pour diffuser à des jeunes dans des cadres de débat, d'associations, ou même directement dans les classes. On va en fait leur montrer les films et essayer de les sensibiliser avec la fiction, parce que pour nous, le cinéma a un impact tellement fort, et d'autant plus chez les jeunes qui sont un peu nés avec presque nés avec les plateformes et tout ça. Et donc on voulait créer des personnages qui sont en fait des rôles modèles, un peu des héroïnes du quotidien, pour les sensibiliser justement à ces questions-là, et notamment donc avec Phénoménal, c'était pour pousser les jeunes filles à se lancer dans les métiers des sciences et des technologies, pour pallier à cette très faible représentation des femmes dans ces métiers-là. Et voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne pour sensibiliser. On essaie d'avoir plusieurs projets pour ensuite... nous, en fait, vraiment, on se sert du cinéma comme outil de sensibilisation chez les jeunes. Merci Esther. Et puis du coup, on voit bien avec cette démarche-là que c'est une démarche qui est en réaction du coup à ce qui se passe autour. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, la question d'écrire des personnages féminins, elle se pose pas toute seule ex nihilo. Elle repose dans un contexte, et en fait, il faut toujours se rappeler du contexte pour pouvoir y réagir. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de donner des normes ou des directives, parce que ce contexte, il évolue perpétuellement. Et je vais donner maintenant la parole du coup à Marie. Est-ce que tu veux rebondir sur toutes ces questions qu'on vient d'évoquer ? Alors, en fait, assez souvent, je raconte cette anecdote qui illustre assez bien, je pense, le problème. Quand je travaillais sur Les Bracelets Rouges, donc c'est l'adaptation d'une série catalane à l'origine, qui est une série très largement autobiographique. Et donc c'est un homme qui a aujourd'hui une 50aine d'années, qui raconte ce qu'il a vécu quand il était ado. Lui, il est resté très longtemps en hôpital, mais disons les personnages ont 14-15 ans. Et dans le premier épisode de cette série, de la série originale, ce jeune garçon décide de créer une bande de potes, en gros, à l'hôpital, pour être soudés et se soutenir mutuellement. Et c'est le personnage de son mentor, qui est un vieux monsieur qui est malade aussi, qui est à l'hôpital, qui lui dit « Mais tu devrais te créer une bande d'amis, et ensemble, vous serez plus forts. » Et il décrit les règles de la bande d'amis en disant « Voilà, il faut pour constituer ta bande d'amis, il faut que tu recrutes en fait les gens de ta bande. Et donc, il faut, dans chaque bande, et donc il lui donne la loi universelle de la bande d'amis, dans chaque bande, il y a un beau gosse, un petit malin, un je sais plus quoi, je me souviens plus maintenant, et une fille. » Et j'avais regardé l'épisode et j'étais là, mais enfin vraiment je veux dire, il y avait donc 5 personnes dans la bande, il y en avait 4 qui étaient caractérisées, vraiment. Il y avait je me souviens du petit malin, du beau gosse, je sais plus quoi, pardon ? L'original, non, il y avait un peu l'espèce d'hurluberlu, le mec un peu perché, et puis la fille. Et donc la fille était caractérisée comme fille, et ça passait. Et donc, ce qui m'étonnait, c'était pas tant que lui ait pu penser ça, parce que il raconte son expérience à lui, qu'il était dans un hôpital, qu'en fait il raconte essentiellement sa rencontre avec son meilleur ami qui était un autre enfant malade et tout ça. Évidemment que je vois très bien comment la chaîne a pu jouer. Je pense qu'au début il voulait raconter exclusivement l'histoire d'amitié de ces 2 garçons
Et puis on lui a dit non, mais ce serait pas mal de compléter la bande. Donc il a réfléchi à comment la compléter. Et sans doute que la chaîne aussi lui a dit ce serait pas mal qu'il y ait une fille, parce que là tu nous fais une bande de 5 mecs. Et il a complété. Mais ce qui m'étonnait vraiment plus, c'est que je me suis dit, mais ce scénario a quand même été lu par un tas de gens avant qu'il soit tourné et qu'il soit diffusé. Et personne ne s'est dit, il y a un petit problème de caractérisation quand même. Le petit malin, le beau gosse, le je sais pas quoi, et la fille. Et bon, ça m'a interpellée, quoi. C'était assez révélateur, je pense, du bain dans lequel on est et de l'habitude qu'on a prise à être dans ce bain, à tel point qu'on ne se rend même plus compte que l'eau est froide, quoi. Voilà, donc moi, je raconte à chaque fois cette anecdote. Évidemment, ça a été, moi, ça m'a aidé à travailler parce que ça a été une première piste. C'est une série par ailleurs géniale, hein, sinon j'aurais pas été intéressée par en faire l'adaptation. Et après, en tant que scénariste, je trouve que c'est intéressant d'adapter des choses qu'on a envie de changer, parce que si c'est pour juste traduire, en fait, c'est en tout cas comme travail d'auteur, c'est vraiment pas très enthousiasmant. Et donc, pour avoir envie de changer des choses, évidemment, il faut avoir des pistes. Bon, bah là, c'était super, parce que j'avais déjà la création de... Ah, donc je vais créer au moins 2 personnages féminins, celui de la fille que je vais essayer de développer un peu, et sans doute que je vais... prendre une des caractérisations peut-être déjà données ou parmi celles qui étaient attribuées à des garçons et que je vais en faire une fille. Donc voilà. Et donc pour moi, la question évidemment de quantifier la représentation des personnages de femmes est très importante. Je pense que le vrai problème, il est comment on va représenter ces personnages de femmes. Quand elles sont personnages point de vue, aujourd'hui, elles ont quand même généralement des enjeux. Je veux dire, à part dans des genres très spécifiques qui sont purement sentimentaux ou de la comédie romantique, où évidemment l'enjeu, ça va être l'amour, la rencontre de l'autre, ou si le personnage est une femme hétéro, bon, bah forcément, mais bon, son enjeu sera sentimental et donc sera un homme. Mais sinon, quand les personnages sont point de vue, quand même, globalement, elles ont des enjeux autres que juste un homme. Ça devient très très problématique quand les personnages sont secondaires et n'ont pas leur propre arche, parce que là elles existent de façon purement fonctionnelle, et là c'est un gros travail de se forcer à les penser comme personnages point de vue, à mon avis, pour arriver à dégager des choses un peu plus solides. Et voilà, une dernière chose, par exemple, si on pense à la série Girls, elle est... Bon, évidemment, c'est 4 femmes, donc c'est super. Hein. Elles parlent pas que d'hommes, mais elles parlent d'hommes aussi. C'est pas un problème tous les nouveaux personnages de femmes. Enfin, pour faire un personnage de femme forte, j'espère qu'on va pas arriver à faire des femmes qui jamais tombent amoureuses, parce que tout d'un coup, ce serait triste. Ce serait très étrange. Donc dans Girls, évidemment qu'elles parlent de plein de choses, de leurs problèmes avec leurs parents, leur boulot, tout ça, et aussi de garçons. Sauf que ce qui était révolutionnaire, c'était la façon dont on en parlait. C'était ce personnage d'Anna qu'on voyait dans le premier épisode, avec la question du désir, comment on représente le désir d'un point de vue de femme aujourd'hui. Et c'est là que c'est allé très très loin on remet on questionne. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Non, mais c'est très bien. Ok, donc là, du coup, on a fait un espèce de petit état des lieux. Et on va passer dans une deuxième partie. Donc, face à ce constat, quelle stratégie on peut mettre en place. Et j'aimerais bien qu'on commence avec Esther et la question de l'éducation à l'image. Oui, donc je vous ai parlé de Phénoménal et de la diffusion un peu auprès des jeunes. On a aussi un autre projet où en fait, ça s'appelle Séquence Femmes, et donc c'est un projet où donc c'est sous la forme d'un concours de scénario ouvert à tous les lycées de France. Et chaque année, on va donner des thématiques aux élèves qu'on a vraiment réfléchi, étudié en fonction un peu de l'actualité et des retours aussi de scénarios qu'on reçoit chaque année, qui sont par exemple sur le consentement, les violences conjugales, le harcèlement de rue, enfin voilà, toutes sortes de questions sur les violences faites aux femmes. Et on donne la possibilité aux lycéens d'écrire leur propre scénario, donc pas forcément des lycéens qui sont en option cinéma. Et ensuite, on fait gagner 6 films, 6 classes sur toute la France qui remportent la possibilité de réaliser leur scénario en court-métrage.
Et donc on envoie des réalisatrices dans les classes, ou des réalisateurs, mais on essaye en majorité de prendre des réalisatrices, scénaristes, réalisatrices qui viennent réécrire le scénario avec les élèves et les aider à réaliser le scénario qu'ils ont écrit en court-métrage. Donc les courts-métrages sont ensuite diffusés dans l'émission Libre Cours sur France 3. Et donc c'est vrai que nous, on suit vraiment les élèves de l'écriture. Donc, on reçoit le scénario à l'origine et puis ensuite, on le réécrit avec l'intervenante qui vient pour leur donner un peu les outils d'une vraie écriture de scénario. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, et notamment, moi, je me déplace dans les classes quand il y a les tournages, c'est vraiment en fait de voir que donc les élèves sont déjà très attachés à leur histoire, et puis surtout de voir en fait comment à tous ils se sont investis pour vraiment écrire des personnages qui ont souvent vécu des violences, par exemple des violences, une victime de violences conjugales. Et c'est assez fou de voir comment l'écriture de scénarios chez des élèves qui sont pas du tout qui n'ont jamais eu de cours d'écriture de scénario, comment en fait ça les sensibilise à travers l'empathie, en fait, le fait de se mettre à la place de la victime, ça permet vraiment d'ouvrir et d'ouvrir aussi le débat. On a par exemple des classes où le fait d'avoir écrit en fait sur ces questions-là, ça a ouvert la parole entre les élèves, et on s'est rendu compte que il y avait des filles qui se sentaient pas à leur place parce que par exemple il y avait une majorité de garçons dans la classe, et du coup ça leur a permis de parler de ça alors que elles n'auraient jamais eu avant le courage d'en parler. Et vraiment on utilise l'écriture de scénario comme moyen pour ouvrir, pour parler de ces sujets-là. Et puis surtout, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que en termes d'égalité et d'éducation aux violences faites aux femmes, les professeurs sont vraiment un peu démunis. Ils ne savent pas vraiment trop comment en parler. Il y a quelques associations, évidemment, qui font quelques interventions. Mais moi, je me rappelle quand je suis au lycée, je ne me rappelle pas avoir eu une intervention à ce sujet-là. Et parfois, il y a des situations dans les classes, des élèves qui sont des enfants qui ont vécu soit en tant que témoins, soit en tant que victimes, soit des enfants où leurs parents ont vécu des scènes de violence conjugale, ou il y a des jeunes filles qui déjà la totale majorité des jeunes filles de 15 ans se sont déjà fait harceler dans la rue, donc à 15 ans, donc c'est déjà un problème qu'elles connaissent. Et voilà, donc par le processus de l'écriture, on peut vraiment, on assiste vraiment en fait à des scènes d'ouverture, et puis ça leur permet vraiment de voir la vérité, de se renseigner aussi sur les violences faites aux femmes, sur les inégalités, sur ce qui existe. Et donc voilà, l'écriture de scénario, elle est intéressante pour ça. Et ensuite, nous, en plus de ça, on se sert des films une fois qu'ils sont réalisés pour les diffuser dans d'autres cadres et aussi sensibiliser d'autres classes à ça. Donc on se rend bien compte de l'importance de l'éducation à l'image, surtout sur les questions d'égalité et de violences faites aux femmes. Merci beaucoup, Esther. Et du coup, là, on a parlé vraiment de l'éducation à l'image au niveau lycée, et je vais donner la parole à Isabelle pour passer de l'autre côté de la formation, et qui est sur la partie des émergents et des différentes expériences à séquence 7, notamment avec W Scripted et notre résidence. W Scripted et notre résidence. Donc, effectivement, quand on a commencé à réfléchir à comment écrire les personnages féminins, on s'est dit qu'on allait tenter des choses, quoi. Voilà. Donc, on a eu d'abord une première expérience avec une plateforme qui s'appelle W Scripted, qui est dédiée aux femmes scénaristes et réalisatrices où seules les femmes scénaristes et réalisatrices peuvent déposer des projets destinés à des producteurs. Et on s'est dit que pour ceux qui souhaitaient déposer des projets, puisqu'il y a eu un appel à projets et un concours qui était censé mettre en avant qui a mis en avant des projets de long métrage à Cannes, c'était comment faire des scénarios, écrire des personnages qui
qui correspondent probablement, enfin pas probablement, qui correspondent aux espoirs du public d'aujourd'hui, et du coup pas faire des choses trop éloignées de ce qu'on souhaite nous. Donc on a fait un Zoom, puisqu'à l'époque c'était le Covid, pour expliquer ce qu'était qu'un personnage féminin qu'on a qualifié de fort, je crois. Et donc c'était notre première expérience. Et donc on s'est beaucoup posé la question de qu'est-ce que c'est un personnage féminin qui existe vraiment, un personnage féminin qui ne correspond pas aux clichés. Donc on s'est posé toutes ces questions. On n'a pas encore toutes les réponses. On multiplie les tables rondes pour ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que tous vos avis sont les bienvenus. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de recueillir vos avis, vos attentes. On envisage de faire des réunions de jeunes auteurs ou de jeunes réalisateurs pour savoir ce qu'ils ressentent à l'égard de la création et de la construction des personnages féminins. Donc je serai heureuse de vous solliciter à l'occasion. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait multiplier les prises de parole autour de ces sujets, mais on s'est aussi dit qu'il fallait un lieu pour que les auteurs et les autrices écrivent sereinement sur leurs projets sans être... parce que, alors, je vais être dure avec les producteurs, mais sans qu'un producteur arrive assez vite, intervienne dans le projet et parfois puisse altérer la vision de l'auteur sur ses personnages féminins, qui puisse les développer sereinement. Donc on a fait une résidence, qui était une grande aventure sur les questions de diversité, d'égalité, et ça nous a permis, avec Sophie, ça nous a permis d'embarquer 6 jeunes auteurs qui ont pu développer pendant une semaine leur long métrage, mais vraiment en conservant leur idée, c'est-à-dire que leur choix de départ, et en vraiment les orientant en disant si tu as un personnage féminin, ou alors on avait d'autres sujets. Oui, c'était un peu plus large que juste les personnages féminins. Oui. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'était aussi de rassembler des auteurs qui avaient tous une vision très singulière et qui rendaient compte de la diversité de notre monde. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup apprécié le fait justement d'être ensemble et de ne pas être le projet singulier d'une sélection. Oui, et d'être tous singuliers. Et ça nous a fait prendre conscience que c'était bien aussi d'avoir des espaces où justement on n'est pas non plus la scénariste qui a un projet qui met... féministe. Voilà. Mais que tous ces projets partageaient ces questions-là. Voilà, donc en fait, on multiplie les expériences, on essaye des choses pour que ça se développe au mieux dans les meilleures circonstances. Aujourd'hui, on rassemble des infos. Moi, ce que j'aimerais à terme, c'est qu'on écrive quelque chose qui soit peut-être pas un guide, parce que c'est peut-être un petit peu audacieux, mais qui rassemble un peu les pensées et les questions de tout le monde. Moi, parce que je pense qu'on est à une époque où il faut... Enfin, je vais être dure, mais il faut plus se tromper quand on écrit, quoi, parce que ça peut faire qu'un projet ne sera pas pris ou ne sera pas diffusé. Il ne faut plus se tromper. Pas plus se tromper, mais il faut plus se tromper. Donc, il faut essayer de faire attention. Après, on n'est pas à l'abri de dire une grosse bêtise dans un scénario, de créer des personnages pleins de clichés, de stéréotypes. Mais il faut pouvoir y réfléchir, il faut pouvoir les corriger. Je pense que c'est vraiment un moment où, à la fois, quand on est une femme, on a envie d'être mieux représentée, mais aussi quand on a envie que son projet existe, il faut quand même faire attention à ce qu'on écrit. Je crois que c'est tout. Tu voulais parler aussi de l'expérience avec le Parisien et... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors quand je disais il faut en parler beaucoup et le plus possible, mais c'est pas vraiment une expérience. On a été interviewé par le Parisien et à notre grande surprise, on s'est rendu compte que ça intéressait vraiment le grand public. Enfin, en tout cas, les journalistes dont on imagine qu'ils connaissent les attentes du grand public. En fait, on nous a demandé de regarder 2 séries, une d'Arte, Jeux d'influence, réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, et une de TF1, Les Disparus de quoi ? La Forêt Noire. De La Forêt Noire. Je ne sais pas par qui c'était réalisé. Ces 2 séries ont été écrites par des hommes,
Mais donc la journaliste du Parisien nous a demandé notre opinion sur les personnages féminins de cette série. Donc on a été interviewés, mais vraiment, on ne pensait pas du tout que ça intéresse. Enfin, on ne savait pas ce que ça allait donner. Et on s'est retrouvés avec une pleine page, avec ce qu'on pensait des personnages féminins qui étaient. Alors, je ne vais pas vous le dire, parce que c'est pas. Faut avoir vu les séries, donc c'est pas obligatoirement intéressant. Mais du coup, je pense qu'il y a vraiment une attente du grand public sur la question des personnages féminins. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler et il faut en parler autour de soi. Il faut multiplier les sujets, les discussions, tout ça dans une. Enfin, moi, je suis pas. Pourquoi d'ailleurs pas passionné, mais en tout cas éviter le côté polémique, quoi. Je pense qu'on peut être passionné, mais polémique, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit très constructif en ce moment. Donc voilà, allons sur des débats passionnés. En parlant de débats passionnés, alors là, j'ai regardé une série hier sur Netflix dont la 2e saison arrive. Je crois que c'est Georgia et Ginny. Voilà, Ginny et Georgia. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jane Austen. Raison et je crois que c'est Raison et sentiment ou Orgueil et préjugés. Et il y a un personnage, une jeune femme de 15 ans qui part avec un type plus âgé et qui tombe enceinte de cet homme. Et elle a toujours été considérée, moi j'adore Jane Austen depuis 15 ans, comme j'allais dire j'ose pas employer le mot, mais si elle est la salope de l'histoire, quoi, qui met en péril sa famille et tout. Et là, dans cette série, il y a une grosse polémique une grosse discussion en classe sur, en fait, ce personnage, c'est le personnage le plus féministe du livre de Jane Austen. Et tout le monde s'empare de ça dans la série et en discute. Et j'ai trouvé ça passionnant, en fait. Et je pense que voilà, c'est des discussions qu'il faut avoir le plus possible entre nous, se demander sans cesse qu'est-ce qui est intéressant dans un personnage féminin, qu'est-ce qu'il raconte et qu'est-ce qu'il raconte du monde. Eh bien, merci. Et du coup, je vais revenir vers toi, Marie, pour la même question, mais plus sur les scénaristes qui sont scénaristes professionnels et notamment au sein de la guilde. Comment est-ce qu'on s'empare de cette question-là en tant que scénariste ? Alors, à la guilde, vraiment, l'idée, c'est un peu ce que disait Isabelle, hein, c'est-à-dire c'est d'en parler le plus possible pour que ça devienne un réflexe. En fait, il s'agit de plutôt changer la façon dont on pense par réflexe, en fait. Et donc, à la guilde, là, il n'y a pas longtemps, on avait organisé une super soirée débat sur quelques années après MeToo, qu'est-ce que ça a changé dans le scénario. On avait 3 hommes, je crois, ce soir-là, qui sont venus. C'était assez éloquent. C'est évidemment une question qui concerne tous les scénaristes, hommes et femmes. Les personnages féminins, a priori, ne sont pas écrits que par des femmes. J'étais assez sidérée. Ouais. Voilà, donc après, on va multiplier les soirées débats comme ça, et puis ça va aussi évoluer. Et puis là, il y a peut-être d'autres raisons qui expliquaient ça, mais quand même, disons que il y avait un match de foot. Non, mais il y avait. Honnêtement, il y a eu des désistements liés à d'autres raisons, en effet très conjoncturelles et tout ça, mais voilà, c'était quand même révélateur de quelque chose. Donc après, en tant que syndicat, c'est juste de s'emparer du sujet, en fait, qui est important, parce qu'en effet, c'est en parlant que ça change. Il reste encore du travail et des rencontres. Bien sûr. Très bien. Il y aura une prochaine table ronde, donc. Et bien du coup, on arrive sur la dernière partie avant de prendre les questions de la salle sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme recommandation justement pour écrire des personnages féminins, puisque notre table ronde s'appelle Comment écrire des personnages féminins, donc on va quand même essayer de donner des petites pistes. Et je vais en premier donner la parole à Marie. Alors, ça va un petit peu dans tous les sens, parce que justement, c'est pas vraiment quelque chose qu'on apprend. Je pense
Je pense même pas qu'il faille spécialement aborder l'écriture d'un personnage féminin en se disant je ne le crée pas de la même façon que je crée un personnage masculin. Je crois pas que ce soit l'idée. Moi, je raisonne plus à partir de garde-fous. Et les garde-fous, ils sont à chaque étape de l'écriture. C'est-à-dire que si on peut éviter d'arriver au montage et de découvrir qu'on crée une bande avec le petit malin et la fille, c'est mieux. Donc les garde-fous, normalement, ils sont à plein de niveaux. Moi, je travaille beaucoup de façon collective parce que j'écris des séries, donc je les écris pas toute seule. Moi, je me repose énormément sur mes équipes d'écriture, ensuite les gens qui me lisent, et j'hésite pas vraiment à demander est-ce que tu peux lire, mais en ayant un œil attentif particulièrement à ça. Si tu vois que je dérape et que je m'en suis pas rendu compte, hésite pas à me le dire. C'est assez important d'avoir tout ça en tête tout le temps. Je pense qu'il faut se méfier des premières idées. C'est-à-dire que les premières idées, elles sont essentielles, donc il faut absolument qu'elles puissent sortir. Il ne faut pas commencer à s'inquiéter des premières idées qui sortent. En revanche, faut être vigilant, parce que les premières idées, c'est les plus faciles, puisqu'elles arrivent vite. Bon, généralement, il y a des raisons pour lesquelles elles arrivent vite. C'est parce qu'on les a déjà vues 10 000 fois. C'est parce qu'on a grandi dedans. On n'en est même plus conscient. C'est parce que... Et donc là, je vous donne un exemple, parce qu'il m'est arrivé très, très récemment. Et il est amusant pour... j'écris une scène où, en gros, ça commence comme une scène qui devrait devenir une scène de sexe et qui est interrompue. Et elle est interrompue parce que l'homme, en gros, change d'avis parce qu'il y a un interdit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller plus loin. C'est exactement ça. L'enjeu de la scène, c'est qu'il n'a pas le droit d'aller plus loin et il va s'arrêter. Et au début, comme l'interdit devrait arriver très vite dans sa tête, y avait pas, ça me semblait pas nécessaire d'aller très loin, notamment dans la mise à nu, très concrète, le déshabillement, voilà. Et j'écris une première version où, au moment où il voit la poitrine, où il va apercevoir la poitrine de la nana, il s'arrête. Et c'est vrai que cette première version, le producteur me dit franchement, ça s'arrête quand même hyper tôt. S'il te plaît, donne-moi un peu plus. Première réaction, je fais grosse réflexion du mec beauf, quoi. En fait, pas du tout. Je lis la scène et je me dis ouais, c'est vrai. En fait, il a raison, ça fonctionne pas, ça arrive trop tôt, trop vite. Enfin, c'est un peu trop rapide. Donc, ça semblait beauf parce que c'était vas-y, donne-moi un peu plus, des nichons, c'est un peu. On a vu ça, mais en fait, c'était pas ça. C'était réellement. La scène fonctionnait pas. Donc, lui, peut-être en plus l'a formulé comme ça parce qu'il avait peur de ce que j'allais tout de suite penser. Donc, il préférait assumer le truc, donne-moi plus. Mais bon. Et mon premier réflexe, donc toute première idée, parce qu'en plus, je réécris, là, faut faire vite, ça va plus loin. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc ça continue, ça s'embrasse, et puis il y a la nana qui descend vers la ceinture et qui ouvre la ceinture, et puis là le type fait ah non. Et puis bon, cette scène est envoyée, il y a plein de retours, il y a évidemment bien des choses à dire sur une première version de texte, donc de toute façon il y a plein de choses à retravailler. Et cette scène, personne ne fait de notes dessus. Et puis là, j'arrive à retravailler une deuxième version et il n'y a aucune note sur cette scène, mais je la relis et ça fait un moment que je ne l'ai pas relue. Je me dis, mais elle ne marche pas cette scène. Enfin, il y a un truc qui fonctionne pas. Et puis je me dis, mais en fait, pourquoi elle va lui faire une fellation à ce moment-là ? En fait, c'est parce que finalement, je crois que sans même m'en rendre compte, j'ai répondu à un producteur qui se trouvait être un mec qui me dit « Donne-moi plus ». Ah bah, je pense à une pipe. Donc, en gros, ma scène devient...
j'avais prévu de l'arrêter au moment où il voit les seins, et puis finalement j'entends un mec qui me dit donne-moi plus, et la scène je la continue, et donc première idée, mais en soi l'idée n'était pas absurde, je veux dire la scène elle fonctionnait très bien, c'était pas dans la logique des personnages, on peut très bien imaginer qu'à ce moment-là la nana descende vers sa braguette, c'était vraiment pas un problème de psychologie du personnage, il y avait aucune fausseté dans la psychologie des personnages. À ce moment-là, les deux, tout fonctionnait. Sauf que comme il y a cette histoire d'interdit et que c'est le mec qui doit arrêter, et il doit arrêter de faire quelque chose. Et je me dis, ah mais non, mais en fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'il doit arrêter d'être actif. Or, si c'est elle qui descend vers sa braguette, lui, il est très passif. Donc, en fait, il fait tout d'un coup, j'arrête, mais en fait, il arrête de rien faire vu qu'il faisait rien. Et donc je me dis non mais évidemment si je veux montrer qu'il doit s'arrêter, il faut que ce soit lui qui fasse quelque chose. Et donc tout d'un coup j'ai inversé et donc finalement c'est à peu près la même chose, hein. Ils s'embrassent, ils basculent sur un truc où ce sera pratique à tourner, à discuter avec le réal, et puis elle est en robe et ça nous arrange énormément, et je pense qu'il va remonter sa robe et il va baisser la culotte, et là il va faire non, mais on va avoir visuellement le truc de c'est lui qui baisse la culotte, et là il est actif, et donc là je l'interromps dans un geste. Et en fait ce qui fonctionne beaucoup mieux avec cette nouvelle version, c'est même pas un truc politique, enfin, je j'ai pas de discours sur c'est tellement mieux de raconter un mec qui va faire un cuni plutôt qu'une nana qui c'est absolument pas ça le débat, je veux dire. C'était juste que là, dans la scène, ça fonctionnait mieux comme ça. Et comment est-ce que... Bon, mieux vaut tard que jamais, mais quand même. Et pareil, il y a pas mal de gens qui l'ont lu. Et personne l'a vu, en fait, que ça marchait pas hyper bien. Et que ça marchait pas hyper bien pour ça. Et j'avoue que je me suis dit, voilà, on a beau être vigilant, ma première idée va plus loin. Bon, c'était quand même elle qui descend et pas l'inverse. Et donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc je pense que, outre la façon dont on réfléchit à nos personnages féminins avec leurs enjeux, c'est dans la relecture. Enfin, on sait qu'écrire, c'est toujours réécrire. C'est beaucoup ça, en fait. C'est re-questionner et surtout, les premières idées, s'en méfier beaucoup. Hein. On a vu très certainement beaucoup plus de scènes au cinéma et à la télé de nanas qui descendent vers des braguettes que de mecs qui s'approchent d'une culotte, quoi. Visuellement, c'est sûr. C'est ce genre de choses. Pensée réalisation. Donc, dans le même épisode, puisque c'est un épisode où il y a visiblement beaucoup de scènes de sexe, il y a un moment un homme et une femme qui font l'amour, qui couchent ensemble, on va dire, parce qu'il y a très très peu de sentiments amoureux là-dedans. Donc, c'est plutôt une histoire de plaisir et tout ça. Et depuis le début, justement, parce que lui, il arrive même pas tellement à être dans le plaisir. En fait, il se fait un peu, prendre dans le tourbillon du désir de cette nana qui a très envie de lui. Et lui, a priori, est pas du tout contre. Hein. Mais finalement, pendant le truc, il se dit waouh, elle a l'air de s'éclater. Et donc, il est très passif, il est allongé, elle est sur elle, et elle s'éclate. Et lui, il se dit en gros, j'espère quand même y être un peu pour quelque chose, parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas faire grand-chose, mais bon, pour elle, ça marche, et clairement, elle, ça marche. Et puis, lui, il comprend que il va peut-être pas... Non, visiblement, elle, c'est bon, elle a fini, elle est contente, elle est repue, elle s'allonge, elle est bien. Lui, il n'est pas allé jusqu'au bout de son plaisir. Et donc, la scène fonctionne très bien dans ce qu'elle veut raconter des deux personnages. Et je ne l'avais pas écrit. Et c'est en discutant avec le réalisateur, il se trouve que c'est un homme, et on en discute. Et je lui dis, attends, je ne l'ai pas précisé, je vais l'ajouter au scénario pour être sûr que dans tout ce qu'on se dira d'ici le tournage, on n'oubliera pas ça. Je voudrais qu'elle ait gardé une robe et que lui soit un peu dénudé. Parce que finalement, c'est elle qui est très active dans son désir dans cette scène depuis le début. Et donc, elle le déshabille un peu, autant que ce qu'elle a besoin. Elle se déshabille autant que nécessaire. Mais pour le coup, les scènes qu'on a déjà vues 120 fois de nana à califourchon sur un mec, généralement, la nana est à poil.
Hein, le mec, à la limite, il peut avoir son jean baissé jusqu'aux genoux, mais elle, si ça peut permettre de voir des seins, un cul, tout ça, bon. Et ben là, je me suis dit, en fait, elle va rester habillée. Elle a sa robe, et puis ça marche très bien. La scène fonctionne tout aussi bien. Elle est dans son désir, elle est active. Et donc ça, je le précise parce que, pareil, la première idée, parce qu'on l'a vu tellement souvent, la première idée du réal, et c'est pas parce que c'est lui, même pas parce que c'est un homme, hein, ça va être, c'est une scène de sexe où il y a une nana à califourchon. Après tout, c'est une scène de sexe. Ils vont être tous les deux nus. Mais comme le type, en fait, on verra une épaule parce qu'il sera comme ça. Et puis, en fait, c'est elle qu'on va voir nue. Et donc, là, se dire, y penser dans le dialogue avec les réalisatrices, réalisateurs, dans l'écriture, se dire, je vais l'ajouter et le préciser dans le scénario. Parfois, c'est agaçant parce que ça fait quelques mots en plus. Et on sait que l'art du scénario, c'est quand même limiter les mots. Mais bon, histoire d'être sûr qu'on ne l'oubliera pas au moment du tournage, l'ajouter déjà. C'est des petites choses comme ça. Et puis, oui, voilà, éviter les descriptions physiques. C'est des choses... on décrit les personnages. Alors parfois, c'est nécessaire, ça donne une couleur et tout ça. Bon, si on peut éviter de dire la fille, alors elle sera jolie. De toute façon, ce sera une comédienne. Hein, à part si vraiment on doit spécifier, c'est très important qu'elle ne soit pas jolie, qu'elle ait un physique ingrat. A priori, une comédienne... On a pas mal de chances pour qu'elle soit jolie, donc ça sert à rien de le mettre. Si c'est important de dire qu'elle a tel type de physique, que c'est une jolie fille avec un physique très androgyne, parce qu'on va l'opposer à je ne sais quoi, parce qu'elle a peut-être, elle sort peut-être avec une fille qui a un physique justement de Betty Boop, ou au contraire, elle sort avec un mec qui a lui-même un physique androgyne, et donc dans ce cas, ça peut raconter quelque chose du couple, et c'est intéressant de le raconter. Sinon, qu'elle soit blonde, brune... Voilà quoi. Merci beaucoup, Marie. Ok, très bien. Je vais passer la parole à Isabelle sur la question de conscientiser ce qu'on fait justement quand on écrit et d'être... voilà. Tout à fait. Alors, conscientiser ce qu'on fait. Non, mais tout d'abord, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que... effectivement, sur la description des personnages, sur des choix de scènes, je pensais aux scènes de nudité et en particulier quelque chose qui m'a vraiment fait changer de point de vue. D'abord, s'il y a une chose que je voudrais préciser quand même, que ce soit au cinéma ou à la télévision, la majorité des spectateurs sont des femmes. Donc, faut pas hésiter à mettre en avant peut-être la séduction de personnages masculins plutôt que celle des personnages féminins systématiquement. Et du coup, ça rejoint quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand je l'ai regardé sur Netflix. C'est une série qui s'appelle The Preacher, je crois, je ne suis pas certaine du titre, qui raconte... c'est une série de Noirs américains qui sont prêcheurs de père en fils, puisque je crois qu'il n'y a pas de femmes prêcheuses là-dedans, elles sont juste des épouses. Et donc, tous les personnages sont noirs et il y a beaucoup de scènes de sexe. Et j'ai constaté que c'était systématique. Les femmes sont des jolies femmes, mais ne sont pas sublimes. Les mecs sont tous sublimes. Et dans les scènes de sexe, ils sont toujours en petits slips moulants, alors que les femmes sont habillées. Tout le temps. Elles sont tout le temps habillées. Et je regarde une scène, enfin une saison, je crois qu'il y a 2 saisons. Je me dis, mais c'est vachement bien. Je me dis, mais c'est super, les femmes, elles sont géniales, elles assurent grave. Et je n'avais pas compris pourquoi. Et après, je me suis dit, ah oui, il y a ça. Et je me suis dit, c'est une représentation que je n'avais jamais vue dans des séries de blancs ou dans des séries françaises. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça change. Je n'ai pas fait une analyse approfondie de mon ressenti, mais je me suis dit, tiens, nous, on ne fait jamais ça. C'est toujours des mecs quelconques et des filles à poil. Et voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. On est vraiment sur l'inverse. Je n'ai pas analysé, je n'ai pas cherché pourquoi, mais je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup en tant que spectatrice. Donc voilà, donc ça c'est des choses auxquelles on peut réfléchir. Ensuite, la conscientisation, c'est un travail quotidien. C'est vraiment, moi je me dis que chaque jour, ma vision est changée. En fait, c'était
quand j'ai commencé à réfléchir à ça, avant de réfléchir à l'appliquer à l'écriture cinématographique et l'écriture de séries et de fiction, c'était la domination masculine de Bourdieu que j'avais découvert il y a très longtemps dans un documentaire de Pierre Carl que vous pourriez voir qui est vachement bien. Et il disait, on a intériorisé la domination masculine quand on est des femmes et voilà, et les hommes aussi. C'est super dur de ne pas mettre une femme avec des talons hauts, je sais pas, oui, de pas dire qu'elle est jolie, de pas la rendre passive, attendant un homme sagement, de pas faire des femmes des cendrillons dans nos scénarios. Mais je pense que c'est notre instinct premier, il va peut-être vers ça. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir, effectivement, comme tu disais, pas prendre la première idée. Se poser des questions. Je crois pour le moment, à ce jour, il n'y a rien d'autre à faire. Et surtout, je ne sais pas si on en est au stade de la conclusion, mais vraiment, non, pas encore. Donc j'arrête. On n'en est pas à ce stade. Je vais juste d'abord passer la parole à Esther et après les questions. Du coup, pour poursuivre un petit peu ce qu'on disait sur les préconisations de l'écriture, est-ce que tu peux nous faire un retour sur comment est-ce qu'il y a des choses spécifiques sur comment est-ce que vous écrivez avec les lycéens, comment est-ce que vous les accompagnez pour qu'à la fois ils puissent y avoir leur ressenti, mais qu'en même temps, ce soit un film de fiction. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur ça? Oui, l'idée, c'est vraiment de les accompagner. Donc, quand on les accompagne, on part sur leur première idée scénario. Mais c'est vrai que parfois, faut faire assez attention, justement. C'est un peu ce que vous disiez. On a vachement intériorisé en regardant les films, surtout les films des années 2000, ou comme une Pretty Woman ou ce genre de truc où c'est vraiment la Cendrillon en fait. Et nous, par exemple, une fois, on a reçu un scénario où c'était une jeune femme qui avait été victime de grossophobie au lycée, qui revenait quelques années plus tard et qui était devenue top modèle. Et en fait, c'était sa vengeance à elle, c'était d'être devenue belle. Et c'est compliqué d'expliquer aux lycéens que ça, c'est pas très féministe. Il y a quelqu'un qui disait la vengeance des femmes, c'est leur beauté, mais c'est pas vrai. C'est justement tout ce qu'on essaie de pas montrer. Et donc, on veut vraiment partir de leur idée, mais essayer de les diriger au plus possible sur des choses qu'ils connaissent, avec des personnages féminins forts, mais qui sont pas fortes parce qu'elles sont belles ou parce qu'elles représentent un idéal féminin, une espèce de Vénus intangible et inhumaine, mais qui justement, un personnage comme, on en parlait tout à l'heure, mais un personnage comme Mercredi, la série Netflix, les diriger, de toute façon ils l'ont probablement tous vu, mais les diriger plutôt vers des personnages comme ça qui sont forts et qui sont forts d'une autre manière. Et l'idée, c'est de leur donner des outils sans pour autant les brimer et leur dire qu'ils ont tort, mais justement plutôt les détourner de ce qui est un peu en eux, parce que finalement, tout ça, on l'a tous intériorisé, ce mécanisme un peu de justement les personnages féminins sont toujours beaux, et c'est toujours des femmes belles et qui sont qu'on adore par leur beauté, et de toute façon, c'est même ça. Moi, je vois plus la nouvelle vague de la même manière, parce que maintenant, je me rends bien compte de ce que représentent ces femmes. Et donc voilà, essayer de déconstruire ça avec eux, comme nous, on essaie de déconstruire nos mécanismes. C'est apprendre d'eux aussi, parce que je pense que eux, ils ont grandi un peu, par exemple, avec la génération... ils sont beaucoup sur les téléphones, et le fait de eux-mêmes se mettre en scène, ça aussi... en fait, ils prennent beaucoup plus la parole que ce que nous, on faisait à l'époque. Et donc, je pense qu'il faut aussi écouter ce que la jeunesse a à dire, et pas forcément, justement, mettre des grands principes. Donc les écouter, les diriger, ne pas les brimer non plus, les accompagner. Merci beaucoup. Donc avant de vous passer la parole, je vais juste faire un petit récapitulatif, parce qu'on voit bien en fait que les solutions et les pistes qui sont préconisées, elles sont vraiment de différents ordres. Parce qu'il y a de l'ordre, là on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on a de l'ordre de l'organisation de l'écriture, c'est-à-dire que
déjà avoir des femmes dans son projet à qui parler, peut-être que ça peut être une bonne idée, mais aussi avoir des garde-fous au niveau de l'écriture, des personnes qui vont relire. Et ça n'est pas valable que pour la question des personnages féminins, ça vaut aussi pour des questions qui sont liées à la représentation de la diversité aussi. Mais on a aussi la question des politiques qui vont être mises en place. Est-ce qu'il va y avoir des prix particuliers remis à des femmes? Est-ce qu'on va faire attention à la parité dans un festival? Et ça, c'est vraiment d'autres choses qui vont pouvoir se croiser. Et puis, on va aussi avoir l'éducation à l'image et plus généralement l'éducation au public. Et ce qui était intéressant avec l'article du Parisien sur lequel je reviens, c'était aussi que c'était une volonté de la journaliste de donner des clés aux spectateurs pour se poser eux-mêmes les questions, parce qu'en fin de compte, on fait des fictions qui sont adressées pas seulement au milieu fermé du cinéma. Et du coup, voilà, donc vraiment se poser des questions à la fois sur qu'est-ce qu'on représente pour qui, comment, qu'est-ce qu'on favorise, à quel moment, quels espaces ils font créer. Et je pense qu'aucun film ou projet de série va pouvoir répondre tout seul à toutes les questions. Et c'est vraiment d'essayer de multiplier les tentatives et les expériences et les stratégies. Voilà, du coup maintenant c'est le temps pour moi de passer entre vous si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à lever le doigt et je viens à vous avec le micro et je vous demande de parler dans le micro. Oui. Oui. Alors très bien, je vois une question là-bas. Et merci beaucoup pour cette table ronde. Est-ce que vous avez à recommander des dispositifs... Est-ce que vous avez à recommander des dispositifs ou des espaces de rencontres et d'échanges pour des scénaristes concernés par ces sujets, que ce soit en ligne ou en présentiel? Oui, en fait, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé à Séquence 7 avec les membres du conseil, mais on va organiser des lieux des moments de rencontre et d'échange pour effectivement progresser sur cette question et peut-être à terme proposer quelque chose d'écrit, en tout cas de facile d'accès pour tous. Mais on démarre, mais toutes les personnes que ça intéresse et qui ont des choses à dire, même si elles sont pas, c'est un début de réflexion, sont les bienvenus. Donc on va proposer ça, je ne sais pas quand, sur les réseaux sociaux, voilà. Ah, merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question un peu précise. J'ai récemment développé un personnage féminin avec un co-scénariste. Et sur une scène en particulier, moi, je voulais qu'elle s'énerve. Et lui, il disait non, elle devrait s'asseoir sur son lit et pleurer et craquer. Et je lui ai dit non, je pense vraiment que, vu sa personnalité, elle va s'énerver. Et il m'a dit non, mais il faut qu'on s'attache à elle. Et il faut qu'on ait de l'empathie pour elle, parce que là, elle est énervante. Elle est un peu agaçante. Et je me suis rendu compte que c'était en fait des retours que j'avais eu pas mal de fois par rapport, par exemple, à des voix off. Des gens qui disaient « Ah, mais là, la femme, elle a une voix trop grave, elle est intimidante ou énervante. » Donc, je me demande comment répondre de façon intelligente à ce retour. Parce que... C'est difficile quand on ne connaît pas le sujet. Mais néanmoins, il faut garder... Ça, c'est énervant. Mais néanmoins, il faut garder en tête que quand même, les femmes ont toujours du mal à exprimer leur point de vue et sont rarement écoutées. Donc, il faut quand même taper 2 fois plus du poing sur la table. En tout cas, aujourd'hui, peut-être pas demain, mais aujourd'hui. Après, c'est vraiment difficile. Personnellement, moi, je trouve ça difficile de répondre tant qu'on ne sait pas. Mais c'est vrai que quand on est une femme, moi j'ai travaillé avec 2 garçons que j'adorais, qui étaient formidables, mais je voyais naturellement, je me taisais. Je n'insistais pas sur ce que j'avais à dire. Donc j'ai pas de piste, ou alors j'ai pas vraiment d'idée, mais Marie en a visiblement. Non, mais je connais pas non plus le... Donc déjà, si vous pensez que la caractérisation du personnage est plus cohérente avec une réponse qui serait « je m'énerve et je parle », faut à tout prix défendre votre conviction. Et je pense qu'aujourd'hui, si ce sont des hommes en face de vous, peut-être qui vous font ce genre de retour, je sais pas, parce que oui. Sans aller dans les...
En fait, c'est très fréquent. Non, mais on a des retours parfois, c'est assez ahurissant. Hein, il faut très souvent rendre le personnage masculin sympathique par une petite blague qui va faire pardonner plein de trucs vraiment qui le minent complètement, mais ça ne le mine jamais vraiment, parce que finalement, il suffit d'une petite blague pour faire tout oublier. En revanche, les personnages féminins, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que il en faut vraiment beaucoup pour justifier qu'elle fasse un truc quand même qui convienne pas exactement à ce que on va la perdre. Là, on va la perdre. Hein. Elle va pas être très sympathique. Hein. Alors bon, déjà, une réponse, la sympathie du personnage, on s'en fout. C'est l'empathie qui compte. C'est un personnage, je veux dire, soprano, qu'on voit étrangler quelqu'un dans le premier épisode. On se dit pas, je vais le choisir comme parrain de mes gamins, ou j'adorerais habiter juste à côté de lui, ce serait tellement sympa de l'avoir comme voisin, quoi. Il n'est pas très sympathique. En fait, ce qui marche, en effet, il fait quand même des petites blagues, donc ça plaît certainement à un public qui aurait tendance à le trouver sympathique, mais il est aussi en souffrance. C'est généralement ça, voilà. Et donc, si ça passe pas d'expliquer rationnellement que c'est cohérent avec le personnage, qu'elle s'énerve et qu'elle parle, plutôt que elle pleure sur le lit, et ben, il faut passer par l'argument. Je pense que vous allez passer pour des cons maintenant à faire des personnages qui chialent sur un lit. Parce qu'en fait, vous allez être ridiculisés. Non, mais il y a un moment où il faut prendre des arguments. Je veux dire, il y a quand même des combats à mener. C'était, bon, on aurait dû y être déjà avant-hier. Donc, mettre un peu les gens devant des responsabilités, et puisque ça leur fera bien plus peur que l'incohérence du personnage féminin, dont ils ont absolument rien à foutre, leur dire vous allez passer pour des cons, parfois c'est efficace. Si on dit est-ce que le personnage masculin, lui, il ne crie pas et va sur le lit et pleure, si on l'inverse, non. Pourquoi on l'accepterait d'une femme? Enfin, il y a un truc, si on inverse, c'est peut-être le meilleur argument de dire et le personnage masculin, lui, il fait ça, il existe. Est-ce que tu y crois au personnage? Oui, il peut aller pleurer sur le lit. Mais en l'occurrence, je veux dire, c'est peut-être juste de faire l'inverse. Bon, tu repars avec des pistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en vois une là-bas. Bonjour. Oui, moi je me demandais si vous avez un peu des idées pour éviter un peu une fâcheuse tendance un peu contre-productive qui vient peut-être du conseil de, en fait, écrire une femme, c'est pas justement, c'est pas différent, c'est pas un processus un peu différent que d'écrire un homme, où on retrouve pas mal de personnages féminins qui du coup se retrouvent un peu à être très masculinisés dans une tentative d'en faire des personnages forts, parce qu'on a un espèce de peut-être de truc où c'est être un personnage fort, c'est être un homme, et du coup pour écrire un personnage féminin qui est fort, on va écrire finalement un homme, sauf que c'est une femme, quoi, grosso modo. Et donc on se retrouve avec des personnages qui ont perdu toute fémininité, et avec finalement une espèce de leçon qui est que pour être une femme forte, faut laisser derrière ce qui est féminin et être plus masculine, quoi, quelque part. Je commence. Alors, effectivement, c'est une question intéressante, parce que moi, quand vous en parlez, je pensais aux années 80, où on demandait aux femmes, je suis en Davernois, je suis moi, et je travaille dans la finance de marché 15 heures par jour, et j'ai 3 enfants, et je suis ci, et je suis ça, et je pleure pas, et je vais tout le temps bien, et je suis hyper sportive. Effectivement, aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on soit là-dedans. Peut-être certains ont cette tendance de se dire un personnage féminin intéressant, c'est un personnage masculin qu'on va appeler Sophie, et pour laquelle on va dire elle. Mais je suis pas sûre, en fait. Je trouve que dans la réflexion que mènent les hommes comme les femmes, auteurs et autrices, sur ces sujets, j'ai pas l'impression que on se dise
faire un bon personnage féminin, c'est lui donner les mêmes caractéristiques qu'un homme. C'est possible qu'on fasse ça dans une première étape de réflexion, dans un choix de facilité. Tiens, on va le faire comme ça. Alors, elle pleure pas. Alors, elle, je sais pas, elle est violente. Bon, c'est une manière de caractériser les hommes un petit peu négatifs quand même. Mais je crois pas. Je crois qu'au contraire, on creuse un sillon qui est intéressant d'un personnage féminin dans sa féminité qui ça avance, quoi. Mais après, c'est un début, donc c'est vrai que on va parfois s'égarer en se disant j'ai fait un super personnage féminin, je sais pas, alors que ça va être juste un homme écrit au féminin, ou alors on va, je sais pas. Enfin, j'ai pas de réponse en fait dès aujourd'hui, mais je trouve pas que la tendance elle soit ça quand même. Il y a une vraie réflexion. Je sais pas ce que t'en penses, Marie. Non, je pense qu'il y a eu ça, pas mal, de réflexes de finalement on va faire des hommes et puis on va les appeler Mathilde et comme ça, on aura un personnage féminin fort. Je pense qu'il faut résister, mais je suis pas sûre d'avoir compris votre question parce qu'en fait j'ai l'impression que vous avez déjà un sentiment assez fort là-dessus. Enfin, vous voyez très bien les travers de ce réflexe qui est déjà, à mon avis, un petit pas en avant, même s'il est un peu de côté. C'est déjà qu'il y a une réflexion et tout ça. Mais si vous sentez que c'est faux, c'est bien parce que vous savez que ça ne correspond pas finalement à la vérité, à la justesse du personnage féminin que vous avez en tête. Et donc, vous pourrez le corriger. Enfin, moi, je suis assez convaincue que quand on avance quand on décrit un personnage et qu'il a de la chair, on y croit, on convainc. Enfin, je pense pas qu'un bon personnage féminin se fasse dégager pour un mauvais personnage féminin qui serait une espèce de Rambo avec un prénom, un Rambo qui s'appellerait Nora, quoi. Donc, je pense que vous avez vous-même la réponse, en fait, mais je veux m'assurer qu'on a répondu à votre question. Moi, je voudrais juste aussi compléter que c'est peut-être aussi une question de quantité. Et il y a aussi des fois des effets un petit peu boomerang, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va voir sur nos écrans une grande quantité d'images qui se ressemblent. Et ça donne cette impression de voilà, là, la mode, c'est des personnages féminins qui sont comme ça. Et forcément, il y a toujours cet effet un peu de l'industrie, il y a quelque chose qui a marché, alors on va le faire, mais c'est bien, c'est une femme en plus, c'est le personnage principal, et elle est très forte, donc on est très féministe. Et donc, du coup, il y a peut-être des effets d'emballement, entre guillemets, là-dessus. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément de recommandations précises de comment construire un personnage féminin, mais plus aussi une réaction. C'est-à-dire que si on a un seul film qui prend ce point de vue, et ben ce film, il est original et il vient raconter quelque chose. Par contre, si on en a 20 dans la même année, en fait, ça devient fatigant. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut faire attention, c'est que les films et les séries, elles dialoguent les unes avec les autres. Il faut vraiment essayer de se dire... Voilà, qu'est-ce que ce personnage féminin il vient rajouter dans le pool global de tous les personnages féminins. Et il nous faut des personnages féminins qui parfois pleurent sur le lit, qui parfois s'énervent, qui sont Rambo, qui sont très faibles, qui sont Barbie. Il nous faut de tout. Il nous faut qu'on sorte de la fille. Voilà. Il y a une question. Svetlana, il y en a encore deux, trois. Bonjour. Moi, je vous pose une question. J'ai actuellement écrit un projet de court-métrage qui parle de quelque chose qui m'est cher, mais que j'ai mis en place au travers d'un conflit entre une mère et sa fille. Et la question que m'ont posé plusieurs producteurs, c'est « Mais quelle est votre légitimité à écrire ça ?» Et du coup, il y a des fois où je me dis... Est-ce que écrire un personnage féminin, est-ce qu'il faut être une fille pour faire ça? Je ne sais pas comment m'exprimer. C'est une question qui m'a été posée par plusieurs personnes. Donc voilà, c'était vraiment, j'en étais arrivé à cette interrogation. Merci Tantosa. Moi, je peux juste dire que c'est vrai que quand on a ouvert l'appel à film sur les femmes dans les sciences et les technologies, on est allé au ministère de l'égalité et ils nous ont dit mais pourquoi vous ouvrez pas
pourquoi vous ouvrez pas l'appel à film que aux réalisatrices, enfin que aux femmes. Et nous, notre volonté, c'était de dire, en fait, si on écarte les hommes de l'écriture de personnages féminins, on leur dit, vous n'avez pas le droit d'en parler, vous n'êtes pas concernés par notre combat, vous n'avez pas la parole. Et en fait, le féminisme, c'est pas de mettre des gens à part, c'est aussi de les inclure. Et je pense qu'en incluant les hommes dans l'écriture scénaristique, c'est aussi, on a leur mot à dire. Après, moi, je m'y connais moins en écriture de scénario. Peut-être que vous pourrez plus, mais je pense que il faut légitimer en disant, par exemple, j'ai créé un personnage féminin qui, je sais pas, a un métier spécifique. Je me suis renseignée, j'ai discuté avec une femme qui a ce même métier. Je lui ai demandé ce que c'était et peut-être je me suis renseignée. Et peut-être par ça, on va trouver une plus grande légitimité auprès des producteurs. Qu'est-ce que vous avez répondu spontanément quand on vous a posé la question pour la première fois? C'était quoi votre réponse en fait? Parce que, si vous pouvez vous dévoiler devant autant de monde, mais la vérité, ce serait quoi? La réponse vraie, ce serait quoi? La réponse, c'est que la réponse vraie, je sais pas. La vérité, c'est que je parle de choses qui me sont proches, mais que j'ai choisi d'incarner. C'est un film, donc ce conflit est dans un film de genre, et dans ce film de genre, il y a des clichés. C'est une histoire un peu de loup-garou, et du coup, il y a le cliché de l'adolescent qui n'arrive pas à maîtriser sa sexualité, qui du coup devient loup-garou. Je voulais pas du tout faire ça, et du coup, c'est comme ça que quand j'en suis arrivé à un conflit entre une mère et sa fille, sachant que c'est la mère qui se transforme en loup-garou quand sa fille la critique, et c'est tout un film sur ce manque de respect dans une hiérarchie implicite, c'est-à-dire de la charge mentale. Donc, c'est un truc là-dessus, en fait. Et voilà, donc c'était la question qui m'était posée. Parler de charge mentale, qui est plutôt vu d'un point de vue pour des femmes. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui m'ont fait comme si je n'avais pas le droit, presque, de parler de ça. C'est très... Dans ce cas, je pense que soit vous racontez avec sincérité comment vous voyez les choses, et vous expliquez que si on commence à priver les scénaristes hommes de raconter des histoires de femmes, ça va vraiment pas arranger le schmilblick, ça va pas faire avancer le schmilblick. Soit vous faites une réponse de filou, et si c'est possible dans votre histoire, vous dites mais c'est ma mère et ma grand-mère, et c'est une histoire très très intime, et ce sont des scènes dont j'ai été témoin, et je regardais comme ça par le trou de la serrure quand j'étais petit, et vous faites une note d'intention magnifique sur vraiment la beauté de la femme, et à quel point sans la femme et les femmes, vous ne seriez pas le scénariste que vous êtes aujourd'hui. Bravo. Alors, mais néanmoins, au-delà de cette excellente idée, j'aimerais revenir sur le sujet de la légitimité. En fait, que ce soit sur aussi... que ce soit les personnages féminins, que ce soit des sujets comme tout ce qui est lié à la diversité, quand même, selon moi, la légitimité, c'est important. Là, c'est un cas particulier, et je ne parle pas de ton projet en partie spécialement, mais je pense qu'aujourd'hui, on a envie de parler de nous-mêmes, de nos aventures. Là, je parle des personnages féminins, ou de notre point de vue sur le monde. Très honnêtement, c'est peut-être assez radical ce que je vais dire, mais j'aimerais que les hommes nous laissent un peu d'espace sur nos sujets. Voilà, c'est terrible ce que je veux dire, parce que franchement, moi, je trouve qu'on a des générations derrière nous d'hommes qui se sont emparés, qui ont parlé à la place des femmes, qui ont écrit à la place des femmes, des personnages féminins. En fait, l'idée, c'est pas de les empêcher, c'est juste de rétablir la balance. C'est-à-dire que comme on a un passé assez chargé où les femmes n'ont pas pu s'exprimer pour elles-mêmes, je trouve qu'on pourrait peut-être, en tout cas, nous laisser un peu d'espace pour le faire, et puis après revenir peut-être à quelque chose de plus équilibré. Mais je me disais, laissez-nous un peu parler de nous-mêmes, pendant quelques temps. Voilà.